Bonjour à toutes et tous. Voici une nouvelle vidéo du cours sur la logique. Alors, aujourd'hui, on va commencer une nouvelle partie du cours. Donc, si vous n'avez pas suivi les parties du cours précédentes, ce n'est pas grave. Vous avez l'occasion de recommencer tout à zéro. Alors, un certain nombre de leçons peuvent être tirées de l'expérience des cours précédents, à savoir qu'il n'est pas possible de suivre un cours de logique si, d'une part, on ne travaille pas régulièrement et qu'on ne cherche pas à reconstituer dans son esprit le raisonnement mené en cours. D'autre part, si l'on n'apprend pas les définitions qui ont été données, puisque très rapidement, sans maîtrise du vocabulaire, le cours devient incompréhensible. Et troisièmement, si on ne s'exerce pas régulièrement euh, pour assimiler les matériaux qui sont apportés à chaque cours. Donc c'est vraiment un cours qui n'est pas possible de suivre par intermittence ou qu'il faut absolument rattraper, d'où ces vidéos qui, j'espère, vous permettront, au cas où vous n'étiez pas là à l'un des cours, de rattraper votre retard. Voilà, donc le premier, la première de ces 4 dernières séances du cours est intitulée « Enquête sur les connecteurs logiques ». Je vais expliquer de quoi il s'agit en commençant par, ça, je vais passer, en fait, pas fini, en posant une question très simple qui est de celle de savoir comment définir et, où et si. Une question apparemment un peu bébête. Comment vous définiriez et, où et si? Le mot et, le mot ou et le mot si fonctionnent de manière assez étrange, puisque contrairement au mot éléphant, quand on dit et, on ne visualise pas quelque chose. Il semble que ce soit un mot qui fonctionne à l'intérieur du langage lui-même et qui ne renvoie à rien d'autre rien d'autre en dehors du langage. Et donc, il faut essayer de comprendre ce que c'est ou et si. Et je vais essayer dans ce cours d'essayer de montrer pourquoi il faut une autre logique que la logique d'Aristote pour rendre compte de ce fait. Alors, c'est la première partie du cours. Premièrement, un fait logique non aristotélicien. Alors, vous vous souvenez, dans le cours d'introduction, je définis la logique comme l'étude des relations logiques. Et il y a relations logiques quand vous avez des situations propositionnelles où deux valeurs de vérité sont incompatibles, hein, où deux propositions ne peuvent pas avoir certaines valeurs de vérité actualisées, instanciées en même temps. Alors pour essayer d'identifier ce nouveau fait logique qui n'apparaît pas dans la logique aristotélicienne, on va imaginer une scène imaginaire. Donc nous sommes au zoo, il y a du brouhaha, et nous entendons distinctement une mère déclarer à sa fille tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat. Il y a encore un peu de brouhaha, et nous entendons de nouveau distinctement la mère ajouter tu auras une boule de glace à la vanille. On assiste ensuite au moment où la maman donne effectivement une boule de glace, donne effectivement de la glace à sa fille, et là, stupéfaction, au lieu de lui donner une boule de glace au chocolat et une boule de glace à la vanille, elle lui donne non seulement une seule boule de glace, mais en plus le pire parfum possible, la vanille. Nous sommes donc estomaqués et nous nous demandons s'il faut jeter un regard désapprobateur à cette maman. Alors, c'est évidemment raconté de manière un peu humoristique, mais l'idée centrale du cours, elle est vraiment dans cette situation-là. Puisque si on revient un peu en arrière, on peut se dire qu'on n'a pas entendu toutes les informations et que peut-être qu'on peut sauver cette mère de notre désapprobation. Alors, il y a deux scénarios. Le scénario de la mère indigne, c'est qu'en réalité, entre la première phrase et la seconde phrase, on n'a pas entendu, mais il y avait un « et ». Donc, et à ce moment-là, voilà, effectivement, il semble légitime de désapprouver la mère qui ne tient pas sa promesse en donnant une glace à vanille alors qu'elle a promis une glace à la vanille et au chocolat. Et j'ai oublié de mettre le deuxième scénario. Le scénario de la mère qui, au contraire, est fiable, c'est quand les deux propositions sont reliées par « ou ». C'est-à-dire que si elle a dit « tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat » ou « tu auras une boule de glace », oh mince, j'ai fait une erreur, une boule de glace à la vanille, hein, alors, donc là, il n'y a aucun problème, elle a tenu sa promesse. Donc, soit on a le scénario de la mère indigne où on a le « et » qui relie les deux phrases qu'elle a prononcées, soit on a le scénario de la mère fiable où c'est le « ou » qui relie les deux énoncés. Et selon
la phrase qu'il a prononcée, la confrontation au fait qu'on observe provoque une réaction différente. J'ai ici noté les phrases. Donc voilà, on a les deux phrases qui sont séparées, scénario de la mer indigne et scénario de la mer fiable. Et on constate que dans le premier cas, le fait observé incompatible, je mange une boule de glace à la vanille et incompatible avec, il est vrai que je mange une boule de glace à la vanille incompatible avec la vérité des deux propositions reliées par « et ». En revanche, il est tout à fait compatible de dire que les deux phrases sont vraies en même temps. Tu auras une boule de glace au chocolat ou tu auras une boule de glace à la vanille, d'une part, et d'autre part, je mange une boule de glace à la vanille. Là, il n'y a pas une mensonge, il n'y a pas d'incompatibilité. Donc, on a bien, dans le premier cas, dans le cas où la première phrase est constituée par le « et le fait « je mange une boule de glace à la vanille », une incompatibilité, et donc un fait logique. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. On ne peut pas penser ce phénomène logique dans le cadre qui a été le nôtre jusqu'à présent, c'est-à-dire celui de la logique aristotélicienne, puisque, comme le rappelle le schéma ici affiché, Aristote pensait les propositions comme constituées de termes, et l'ensemble des relations logiques qu'il envisageait étaient pensées sur la base de l'idée que un terme ou l'extension d'un terme enveloppait l'extension d'un autre terme. Et donc, il considérait l'intérieur des propositions, la structure interne des propositions, mais il ne considérait pas la possibilité qu'il puisse y avoir des relations logiques qui soient fondées sur des relations entre propositions. Donc, même s'il agence deux propositions pour avoir une conclusion, ce n'est pas l'agencement, ce n'est pas le or dans le syllogisme, première prémisse, or, deuxième prémisse, conclusion, qui est à l'origine de la relation logique, c'est la structure interne de la proposition. À l'inverse, ici, ce qui fait la relation logique, c'est le mot qui relie les propositions. C'est le « et » ou le « ou ». Donc, on a ici une situation qui peut paraître déprimante, nous rendre mélancolique, comme vous l'indique ce célèbre tableau de Dürer, c'est-à-dire que Aristote ne donne pas de réponse à cette question. Donc cette question, c'est celle qui donne naissance à ce qu'on appelle la logique des propositions, qui vise à étudier ces relations logiques qui sont fondées sur l'existence de connecteurs propositionnels entre des phrases comme celle que j'ai citée, c'est-à-dire tu auras de la glace à la vanille, tu auras de la glace au chocolat. Donc cette logique propositionnelle, elle a été à l'origine développée par les stoïciens, tout de suite après Aristote, et ensuite elle a été redécouverte et redéveloppée à la fin milieu plutôt du 19e siècle par George Boole, qui en même temps posait les bases pour la possibilité de rendre machinique le raisonnement. J'essaierai d'expliquer comment les ordinateurs peuvent fonctionner sur la base d'une analyse du calcul propositionnel. Alors, la question que j'aimerais ici poser, c'est comment définir les connecteurs propositionnels et surtout essayer de comprendre le phénomène qu'on a observé, c'est-à-dire comprendre comment, alors que vous avez deux phrases qui sont exactement les mêmes dans les deux cas que j'ai envisagés, tu auras une glace à la vanille ou tu auras une glace au chocolat, tu auras une glace à la vanille et tu auras une glace au chocolat, on n'a pourtant pas la même réaction de ces deux phrases face à une même troisième phrase, tu as eu une glace à la vanille. Alors pour essayer de comprendre ce phénomène, il faut d'abord rappeler une notion qu'on a vue dans le cours sur Aristote, c'est le principe de bivalence propositionnelle. Donc, là, c'est un petit rappel. Donc, une proposition, vous vous en souvenez, j'espère, est une entité verbale, mentale ou matérielle dont le trait essentiel est d'être doté d'une valeur de vérité, c'est-à-dire d'être soit vraie, soit fausse. Quand on considère une proposition, il faut distinguer trois aspects. Premièrement, la formulation de la proposition, comment la proposition est dite, dans quelle langue elle est dite, avec quels mots, etc. Donc, on peut avoir la même proposition en français, en anglais, en allemand, etc. En réalité, même si elles sont formulées de manière différente, des propositions peuvent être identiques.
elles sont identiques si elles ont deux caractéristiques. Premièrement, elles ont le même sens, c'est-à-dire si elles provoquent la même représentation mentale. Si je vous dis le chat est sur le paillasson ou the cat is on the mat en anglais, le sens est exactement le même. Et un troisième aspect des propositions, c'est leur valeur de vérité. Une proposition, elle peut être vraie ou fausse, soit le chat est sur le paillasson, soit le chat n'est pas sur le paillasson. Si le chat est sur le paillasson et que je dis que le chat est sur le paillasson, ma proposition est vraie. S'il n'est pas sur le paillasson, ma proposition est fausse. Donc on a ces trois caractéristiques de toute proposition. Et selon le principe de bivalence propositionnelle, toute proposition est ou bien vraie ou bien fausse. Oubliez le atomique ou moléculaire, je vais définir ça dans un instant. Voilà, donc, et vous pouvez ici réviser les principes d'identité, de contradiction et de tiers exclu qui fondent le principe de bivalence propositionnelle. Ce qu'on appelle la valuation d'un symbole propositionnel ou d'une proposition plutôt, je n'ai pas encore défini le symbole propositionnel, c'est le fait de lui associer la valeur vraie ou fausse. Si je dis le chat est sur le tapis est vrai, je donne la valuation vraie, et si je dis et c'est faux, je donne la valuation faux. Retenez ce vocabulaire, il sera utile pour la suite. Donc sur cette base-là, sur la base de l'idée qu'une proposition c'est une entité qui est vraie ou fausse, on peut revenir à notre cas initial. Ce qu'on constate, c'est que nous avons ici deux phrases, deux propositions. Tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat et tu auras une boule de glace à la vanille. Donc, chacune de ces deux phrases, en réalité, une proposition, puisque chacune d'entre elles peut être vraie ou fausse. Tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat, c'est vrai si j'ai une boule de glace au chocolat tout à l'heure, et c'est faux dans le cas inverse. De même pour la seconde proposition, si j'ai une glace à la vanille, vraiment, cette phrase est vraie, et sinon, c'est faux. Voilà, donc, et la raison, c'est que ce sont des énoncés qui sont dotés de valeurs de vérité. Mais est-ce que ce sont les seules propositions qui sont présentes ici? Non. Il y a une troisième proposition, je prends le cas du scénario de la mer Indienne, qui est la phrase qui est composée des deux propositions qu'on vient d'indiquer. Tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat et tu auras une boule de glace à la vanille. Ce long énoncé est lui-même doté d'une valeur de vérité. Cela peut être soit vrai, soit faux, que j'ai eu une chose et une autre chose. Donc, on a ici un troisième niveau de valeur de vérité, c'est un deuxième niveau de proposition, c'est des propositions qui sont composées de propositions. Alors, on a des propositions qui sont simples, et le mot « et » ou « associe ces propositions pour produire une proposition plus complexe. Donc, si je vous demande combien de propositions sont représentées ici, il faudrait dire 1, 2, 3, 4 pour les propositions qui sont élémentaires, mais il faudrait ajouter encore 2 propositions, puisque ces propositions sont associées par des mots qui forment des propositions plus complexes. Donc, on a 6 propositions ici. Si ces mots complexes n'étaient pas, si ces mots connecteurs n'étaient pas là, on n'aurait simplement que 4 propositions qui seraient indépendantes les unes des autres. Donc, le mot connecteur, il fabrique des propositions à partir de propositions plus simples, des propositions plus complexes. Voilà. Donc, c'est ce fait-là, le fait qu'on puisse avoir des propositions qui sont composées à partir d'autres propositions, qui est à la base du calcul des propositions. Alors, pour l'analyser, on va poser un peu de vocabulaire qui vient de Bertrand Russell, qui proposait donc de distinguer des propositions atomiques, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas être décomposées en unités plus élémentaires, ou celles dont la valeur de vérité est attribuée par une simple décision de valuation. On a des propositions qui sont moléculaires, qui sont des propositions composées de propositions atomiques. Donc, dans le cas précédent, tu auras une glace à la vanille, tu auras une glace au chocolat, c'est des propositions qui sont atomiques, et tu auras une glace à la vanille et tu auras une glace au chocolat, c'est une proposition moléculaire. Alors maintenant, on peut définir le connecteur logique, au moins par rapport à sa fonction. C'est que qu'est-ce que fait le connecteur logique et ou le connecteur logique ou? C'est qu'il relie entre elles des propositions qui sont atomiques et il forme une proposition moléculaire sur la base de ces deux propositions atomiques. Dernier point très important pour la suite, c'est qu'on a une récursivité des propositions moléculaires, puisqu'une proposition moléculaire
peut faire partie d'une proposition moléculaire plus complexe. Elle peut jouer en quelque sorte le rôle d'une proposition atomique par rapport à une autre proposition moléculaire. Par exemple, si je dis tu auras de la glace ou tu auras de la glace, si tu auras de la glace au chocolat ou tu auras de la glace à la vanille, je peux très bien ajouter une nouvelle proposition atomique qui permette de construire une proposition plus complexe. Et j'ajoute où tu auras une pomme. Donc là, j'ai une phrase avec 3 propositions élémentaires dont la première proposition moléculaire est une partie. Et donc, on peut très bien avoir des phrases moléculaires d'une longueur infinie. Il n'y a pas de limite, à part celle de la durée de notre existence. Voilà, alors, du coup, c'est intéressant d'essayer de classer les propositions moléculaires. Enfin, c'est important de distinguer et de classer les propositions moléculaires, puisque c'est elles qu'on va étudier. Et donc, on peut se demander quand est-ce que 2 propositions moléculaires sont distinctes, quand est-ce qu'elles sont identiques. Il y a 2 types de différences entre 2 propositions moléculaires. Soit elles sont distinctes parce que les propositions qu'elles contiennent sont distinctes, soit elles sont distinctes parce que le connecteur logique qui les articule est distinct, soit elles sont distinctes pour l'une ou l'autre de ces raisons. Donc, je vais essayer de coter ce dernier cas pour indiquer le vocabulaire qui permettra de comparer des propositions moléculaires. On dit que 2 propositions moléculaires ont la même forme, c'est-à-dire sont formellement identiques, si elles ont le même nombre et le même type de connecteur logique. Et réciproquement pour la différence formelle. C'est-à-dire que si vous avez 2 propositions qui sont reliées par « et », on dira qu'elles ont la même forme logique. Enfin, si vous avez 2 propositions reliées par « et » et 2 autres propositions qui sont reliées par « et », on dira que ces 2 propositions, même si les propositions qui les constituent sont différentes, par exemple, Jean-Henri et François pleurent, je mange une pomme et je mange une poire, ce sont des propositions qui sont formellement identiques, même si elles ne sont pas les propositions élémentaires qui les constituent ne sont pas identiques. Au contraire, 2 propositions moléculaires sont matériellement identiques si les propositions atomiques qui les constituent sont identiques, et réciproquement pour la différence matérielle. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous avez la phrase je mange une pomme et je mange une poire, et d'autre part la phrase je mange une pomme ou je mange une poire, si on considère ces 4 phrases, les 2 phrases composées des 2 phrases élémentaires, ces 2 phrases sont matériellement identiques, même si elles sont formellement différentes, puisqu'elles ont les mêmes constituants, les mêmes propositions atomiques qui les constituent, mais reliées par des connecteurs logiques distincts. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que des propositions matériellement identiques peuvent avoir des valeurs de vérité différentes. Et c'est ça qui décrit le cas de la mère indigne ou de la mère fiable. C'est-à-dire qu'on a les propositions qui sont matériellement identiques, mais qui ont des valeurs de vérité différentes, alors même que la situation est exactement la même. C'est-à-dire qu'on a une proposition qui est vraie, qui est je mange de la glace à vanille, une proposition qui est fausse, je mange de la glace au chocolat, et ces deux énoncés rendent vraie la phrase « je mange de la glace au chocolat » ou « je mange de la glace à vanille » et fausse la phrase « je mange de la glace au chocolat » et « je mange de la glace à la vanille ». Voilà, donc un petit exercice que je vous laisse faire. Vous pouvez arrêter l'écran pour faire cet exercice. Le deuxième principe qu'il nous faut pour définir les connecteurs logiques, qu'on a défini déjà fonctionnellement, c'est le principe de vérifonctionnalité. Alors, nous avons vu que des propositions indépendantes pouvaient être reliées pour former une proposition complexe. Et ce qu'il faut que nous fassions, c'est que nous nous interrogions à présent sur la relation entre la valeur de vérité des propositions moléculaires et celle des propositions atomiques qui les constituent. Donc, quel est le rapport entre la valeur de vérité des phrases atomiques, des propositions atomiques, tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat, tu auras une boule de glace à la vanille, et la valeur de vérité de la phrase complexe, tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat et tu auras une boule de glace à la vanille. Alors, on a 3 scénarios. Premier scénario, c'est que la valeur de vérité des constituants
des propositions atomiques, détermine totalement la valeur de vérité de la proposition qu'elle constitue. Cette option, et je ne vais pas vous dire tout de suite la réponse, je vais vous laisser réfléchir un petit peu, je vous lis d'abord les trois options. La valeur de vérité de la proposition moléculaire est totalement indépendante de celle de ses propositions constituantes. Alors, j'ai oublié un S à constituante. Ajoutez-le dans votre tête. Et troisième proposition, la valeur de vérité de la proposition moléculaire est partiellement dépendante de celle de ses propositions constituantes. Et là, j'ai encore oublié 2 S. Voilà, donc réfléchissez à celui des scénarios qui est valable sur la base toujours de l'exemple de la mer indigne et de la mer fiable. Ce qu'on constate, c'est que la valeur de vérité de ces deux propositions moléculaires ne se réduit pas à celle de la valeur de vérité de ces propositions constituantes, puisque si c'était le cas, elles auraient la même valeur de vérité. Or, elles n'ont pas la même valeur de vérité dans le cas qu'on a considéré, dans le cas où j'ai de la glace à vanille et pas de glace au chocolat. Mais en revanche, il n'y a pas non plus d'indépendance entre les valeurs de vérité des propositions élémentaires et de la proposition moléculaire, dans la mesure où si on changeait la valeur de vérité d'une des propositions élémentaires, on pourrait trouver des cas où la valeur de vérité de la proposition moléculaire changerait. Par exemple, si effectivement les deux phrases étaient vraies, tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat, et si la phrase tu auras une boule de glace à la vanille sont également vraies, la phrase tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat et tu auras une boule de glace à la vanille serait vraie. Donc, le changement de valeur de vérité d'une des propositions atomiques engendre un changement de valeur de vérité de la proposition constituante. Si bien que la bonne réponse est la troisième, c'est que la valeur de vérité de la proposition moléculaire est partiellement dépendante de celle de ces propositions constituantes. Donc sur cette base-là, on peut définir le principe de vérifonctionnalité. C'est-à-dire que l'idée, c'est que puisque des propositions moléculaires peuvent avoir des valeurs de vérité différentes alors qu'elles sont matériellement identiques, cette différence résulte de la manière dont elles sont reliées. Donc c'est ça qui fait la différence entre deux propositions qui sont matériellement identiques et formellement différentes, c'est le lien, le connecteur. Et donc le connecteur, en fait, sa définition, c'est permettre de dériver, de dire comment dériver de la valeur de vérité des propositions atomiques, la valeur de vérité des propositions complexes. Donc c'est ça, en fait, qui définit un connecteur logique, c'est la manière dont il relie les valeurs de vérité élémentaires et la valeur de vérité moléculaire. J'ai quand même la phrase, la valeur de vérité de la proposition complexe dépend partiellement de celle de ses propositions constituantes. Donc on a défini le principe de définition vérifonctionnelle des connecteurs logiques. Les connecteurs logiques déterminent la valeur de vérité d'une proposition moléculaire en fonction des valeurs de vérité des propositions atomiques qui la constituent. Les connecteurs sont donc des opérateurs sur le même modèle que plus, moins, c'est-à-dire que quand on vous donne plus ou moins, on vous donne d'abord de la matière, c'est-à-dire des chiffres, 2, 5, 2 plus 5, et vous savez calculer le résultat, 7, mais si on changeait d'opérateur, si on mettait moins, je vais inverser, 5 moins 2, ça vous donne 3. Donc, alors même que les deux équations sont matériellement identiques, elles sont formellement distinctes, et le résultat n'est pas le même. Donc l'idée du principe de vérifonctionnalité, c'est l'idée que les opérateurs, les connecteurs logiques, donc relient la valeur de vérité ou les valeurs de vérité des propositions atomiques qu'elles relient, qu'elle relie effectivement, en indiquant comment dériver la valeur de vérité de la proposition moléculaire que ces propositions atomiques constituent. Pour parvenir à définir les connecteurs, il nous reste... j'ai fait un schéma. Voilà, donc le principe de vérifonctionnalité, on peut le représenter de la manière suivante. Vous faites rentrer d'un côté vos propositions élémentaires et leurs valeurs de vérité. Vous indiquez ensuite, vous rentrez ces valeurs de vérité dans le connecteur propositionnel, le connecteur logique, et il vous indique quelle est la valeur de vérité qui en découle. Donc, on peut représenter les connecteurs logiques de cette manière-là, et on voit que ici, c'est une fonction. C'est-à-dire que la valeur de vérité de la proposition complexe est fonction des valeurs de vérité des propositions atomiques.
Alors, on peut distinguer sur cette base plusieurs types d'opérateurs logiques. Des opérateurs qui sont unaires, c'est-à-dire qui prennent comme base simplement une seule proposition et qui en dérive. Je ne sais pas si j'ai fait un schéma, non, je n'ai pas fait le schéma. Alors, imaginez, si je repars en arrière, qu'il n'y ait qu'une seule proposition de départ. Donc, simplement, tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat. Ouais, je peux former une proposition complexe qui soit simplement formée par association de cette proposition-là et d'un connecteur. Donc, typiquement, c'est la négation qui me dit que si tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat est vraie, la négation est fausse. Et si tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat est faux, la négation est vraie. Donc, c'est un premier type d'opérateur. On peut aussi imaginer, enfin, on a aussi des opérateurs binaires et ou si et seulement si, SSI, c'est une abréviation, et éventuellement même des connecteurs trinaires, dont on ne va pas parler ici, qui ne sont pas vraiment développés en logique, mais par les logiciels et logiciens. On pourrait aussi imaginer d'autres types d'opérateurs qui ne soient pas simplement bivalents, mais trivalents, quadrivalents, etc., en disant que finalement, en remettant en question le principe de binarité, de bivalence, et en disant qu'il y a plus que deux valeurs de vérité. On pourrait très bien dire qu'il y a 3 valeurs de vérité, 4 valeurs de vérité, 5 valeurs de vérité, et connecter et ensuite définir les opérateurs en fonction de la manière dont ils associent les valeurs de vérité des propositions initiales avec celles de propositions complexes. Pour finir de définir, donc c'est le dernier point, pour définir les connecteurs propositionnels, il faut encore introduire un principe de détermination exhaustive, puisque si je dis, voilà, je définis le « et » en disant que si la proposition initiale est vraie et si j'ai deux propositions, donc la glace au chocolat et… je repartis en arrière, ça sera plus simple avec le schéma. Si je définis « et » en disant que si et signifie que quand tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat est vraie et tu auras une boule de glace à la vanille est vraie, si on associe ces deux propositions par « et », qui sont l'une et l'autre vraies, on obtient une proposition complexe qui est également vraie. Donc, si je dis je mange, il est vrai que les clés sont sur la table et il est vrai que le stylo est sur la table. Regarde, si je dis il est vrai que le stylo est sur la table, virgule, il est vrai que la trousse est sur la table. Si je dis que ces deux propositions sont reliées par « et », je sais que la proposition complexe est vraie. Mais si je dis ça, je n'ai pas encore suffisamment défini « et » parce qu'il est possible que les propositions initiales soient fausses. Il est possible que il soit faux que tu as eu une boule de glace au chocolat. Il peut être aussi faux que tu auras une boule de glace à la vanille. Donc, si je veux définir « et », il faut que je le définisse pour tous les cas possibles. Il faut que je le définisse pour le cas où la première proposition est vraie, où elle est fausse, et de la même manière pour la deuxième proposition. Donc, c'est ça que signifie le principe de détermination exhaustive. Et alors, pour définir ce principe de détermination exhaustive, il faut d'abord définir l'idée de distribution de valeurs de vérité. Donc, c'est quoi? C'est que si j'ai un certain nombre de propositions atomiques qui constituent ma proposition moléculaire, quand j'ai une distribution de valeurs de vérité, c'est le fait de donner une valuation à chacune des propositions atomiques qui constituent une proposition moléculaire. Donc, j'ai défini ça autrement ici. Il s'agit de l'attribution d'une valeur de vérité à chaque proposition atomique composant une proposition moléculaire. D'où le principe de détermination exhaustive. Un connecteur est exhaustivement déterminé quand, pour toute distribution de valeurs de vérité possible, il indique quelle est la valeur de vérité de la proposition moléculaire. D'où maintenant la nécessité donc pour enquêter, pour essayer de définir les connecteurs logiques, d'identifier quelles sont les distributions de valeurs de vérité possibles quand on a un connecteur unaire, un connecteur binaire, un connecteur trinaire si on veut jouer, et quadraire, enfin je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà, on pourrait, mais en tout cas, les cas qui vont nous intéresser, ça va être connecteur unaire et binaire. Donc, pour répondre à cette question, on va simplement compter. C'est-à-dire que si je représente à nouveau la situation, donc tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat, ça peut être
Donc, ça peut être vrai. Si c'est vrai, et que l'autre, tu auras une boule de glace, je considère maintenant l'autre proposition, tu auras une boule de glace à la vanille, l'autre proposition peut être soit vraie, soit fausse. Donc là, j'ai déjà 2 cas, puisque première configuration, c'est vrai, 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 fausse. Deuxième configuration, distribution de valeur de vérité, pardon, c'est que non, excuse-moi, donc on en a déjà 2. Donc, troisième, si je considère, donc tu auras tout à l'heure une boule de glace au chocolat comme fausse, donc ce cas-là n'est compris dans aucun des 2 cas précédents. Ce cas peut être soit associé avec vrai, soit fausse. Donc, tu auras une boule de glace à vanille, soit vraie, soit fausse. Et donc, on a encore 2 cas, première proposition fausse et deuxième vraie, et un quatrième cas, première proposition fausse et deuxième fausse également. Voilà, et donc là, on a énuméré tous les cas possibles. Donc, il y a 4 cas possibles en tout. Voilà, donc on peut représenter ça dans un tableau où vous avez en réalité 4 cas possibles. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour définir un connecteur logique? On le définit en indiquant dans la colonne, dans la dernière colonne, si pour chacun des cas, quelle est la valeur de vérité qu'il convient de lui attribuer. Alors, j'ai donné l'exemple, là, je n'ai pas marqué, mais là, c'est la table de... Pardon, c'est ce qu'on appelle une table de vérité. Et ici, j'ai indiqué la table de vérité du connecteur propositionnel et. Donc, et c'est vrai la proposition complexe constituée des 2 propositions élémentaires que j'ai ici écrites est vraie, est vrai si les 2 propositions constituantes sont vraies et fausses dans tous les autres cas. Et donc là, j'ai défini de manière transparente le mot « et ». Voilà, alors juste, j'avais aussi indiqué ce qu'il en était pour une proposition, un connecteur unaire. Et donc, voilà, on peut aussi représenter le schéma de cette manière-là, en se demandant qu'est-ce qui se passe quand la proposition initiale est seulement vraie ou seulement fausse. Et voilà, donc qu'en est-il concernant la proposition complexe composée de la proposition élémentaire et du connecteur logique? Oui, de l'opérateur logique ici, parce qu'en fait, il vaudrait mieux dire ça, puisqu'il n'y a plus de termes, il n'y a pas de propositions qui sont connectées, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Du coup, pour la prochaine fois, donc pour la semaine prochaine, essayez de définir, au moyen de cette méthode d'étape de vérité, ou, si, alors, voilà, ou et si alors. Je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo, et si jamais j'oublie, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.